Saviez-vous que votre groupe sanguin raconte une histoire fascinante, celle d'immigration de vos ancêtres et de leur rencontre avec d'autres espèces humaines? Combien existe-t-il de groupes sanguins et depuis quand sont-ils apparus? Avons-nous les mêmes groupes sanguins que Néandertal et Denisova? Pourquoi certains groupes sanguins sont-ils plus fréquents dans certaines régions du monde et absents dans d'autres? Pourquoi existe-t-il des groupes sanguins rares et que nous apprennent-ils sur l'histoire génétique et culturelle des populations humaines? Fait étonnant, votre sang contient des indices sur le parcours de vos ancêtres depuis les premiers Homo sapiens en Afrique, leur rencontre avec les Néandertaliens et les Denisoviens en Asie, la colonisation d'Europe jusqu'au peuplement des Amériques. Votre groupe sanguin porte les traces de millions d'années d'histoire, de lutte contre les maladies et d'adaptation à des environnements différents. Nous allons entreprendre ici un voyage fascinant à travers le temps et l'espace en utilisant nos groupes sanguins comme indicateur de ce long périple humain à la conquête de la planète. La grande diversité des groupes sanguins. Comme le montre la découverte de Jean-Jacques Hublin à Jabal el-Houd au Maroc en 2018, l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, est apparu en Afrique il y a au moins 315 000 ans. Bien sûr, à des dates aussi reculées et dans un pays où le climat est défavorable à la conservation de l'ADN ancien, il a été impossible d'étudier le génome de ces premiers humains modernes et encore moins de déterminer leur groupe sanguin. Comment pouvons-nous alors avoir une idée du type et de l'origine des groupes sanguins au tout début de notre histoire humaine? Pour répondre à cette question, apprenons à mieux connaître ces marqueurs sanguins qui définissent notre identité lors des transfusions. Lors d'une visite dans un établissement médical, après un prélèvement sanguin, on vous identifiera sûrement comme appartenant au groupe A, B, AB ou O du système ABO et au groupe Rhésus+ ou Rhésus- du système Rhésus. Ces deux systèmes sanguins sont les plus connus, mais saviez-vous qu'en réalité, on a pu identifier jusqu'à présent non pas 2, mais 47 systèmes sanguins répartis en un total de 380 groupes sanguins différents. Chaque être humain possède plusieurs groupes sanguins qui varient selon le système de classification. Parmi ces 47 systèmes, une dizaine sont particulièrement importants pour assurer la sécurité des transfusions sanguines. Le système ABO, le plus célèbre, se divise en 4 groupes principaux A, B, AB et O. Ces groupes sont définis par la présence ou l'absence d'antigènes spécifiques à la surface des globules rouges. Ces variations antigéniques découlent de différences génétiques héritées selon les lois mendéliennes de l'hérédité. Environ 85% de la population mondiale est Rhésus positif, tandis que 15% restants sont Rhésus négatifs. Notre sang contient des globules blancs qui produisent des anticorps pour défendre l'organisme contre les agents étrangers. Ces anticorps peuvent cependant réagir contre les antigènes présents dans le sang transfusé si ceux-ci sont incompatibles avec le sang du receveur. Par exemple, une personne de groupe A produisant des anticorps anti-B ne peut recevoir que du sang A ou O sous peine de réactions immunitaires dangereuses. L'universalité des groupes du système ABO et Rhésus témoigne d'une origine commune à tous les Homo sapiens actuels. Les 8 groupes sanguins courants du système ABO et Rhésus sont souvent utilisés pour illustrer l'incohérence des notions de race. Bien que leur fréquence varie selon les régions du monde, ils sont universellement présents chez tous les humains. Par exemple, un Norvégien victime d'un accident pourrait recevoir du sang d'un Indonésien situé à l'autre bout du monde, alors qu'une transfusion issue d'un compatriote d'un groupe incompatible pourrait lui être fatale. Dans la majorité des cas, seule la compatibilité sanguine de ces groupes principaux compte, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains groupes rares, liés à des mutations spécifiques à une zone géographique, compliquent la recherche de donneurs compatibles. Cela rend les transfusions plus sûres lorsqu'elles sont effectuées au sein d'individus issus d'une même région. Parmi les 380 groupes sanguins connus, 250 sont considérés comme rares, c'est-à-dire qu'ils sont présents chez moins de 4 personnes sur 1000. On peut citer plusieurs exemples. Le groupe Bombay, présent chez environ une personne sur 1 million en Europe, est plus fréquent en Inde.
Bien que ces individus soient souvent identifiés comme appartenant au groupe O, ils ne peuvent recevoir du sang d'aucun des trois groupes A, B ou O. Une transfusion inadaptée peut alors entraîner une réaction fatale s'ils ne sont pas correctement identifiés. Un autre exemple, le groupe Rhesus nul, qui n'est ni Rhesus plus ni Rhesus moins, extrêmement rare, avec seulement une cinquantaine de personnes identifiées dans le monde. C'est le groupe sanguin le plus rare parmi tous les groupes rares, raison pour laquelle il est surnommé sang en or. Cette liste de 250 groupes sanguins rares n'est pas exhaustive. De nombreux groupes continuent d'être découverts. Ce fut le cas en 2023 avec l'identification d'un nouveau système sanguin rare appelé RIF, lié à une mutation génétique observée chez des populations de la région de Rif au nord du Maroc. Ces exemples illustrent l'importance de l'étude génétique du groupe sanguin, tant actuelle que passée, pour mieux comprendre l'histoire d'immigration humaine. Pourquoi la nature et l'évolution ont-ils engendré une telle diversité de groupes sanguins, allant jusqu'à rendre certains d'entre eux incompatibles avec des conséquences parfois fatales? Ne serait-il pas plus avantageux d'avoir un seul groupe sanguin compatible pour tout le monde? Bien sûr, la nature n'avait pas anticipé qu'un jour, une espèce, la nôtre, se mettrait à transfuser du sang pour soigner ses semblables. Ce n'est que depuis quelques siècles que l'humanité a commencé à pratiquer les transfusions sanguines. Mais le risque d'incompatibilité ne se limite pas aux transfusions. Il peut également survenir pendant la grossesse, par exemple lorsque la mère est rhésus négatif alors que le fœtus hérite du rhésus positif de son père. Si du sang fœtal passe dans la circulation maternelle, le système immunitaire de la mère peut réagir en produisant des anticorps anti-RH. Ces anticorps peuvent traverser le placenta et attaquer les globules rouges du fœtus rhésus positif, provoquant une destruction des globules rouges du fœtus, ce qui peut entraîner une fausse couche ou des complications sévères. Alors quel avantage y a-t-il à posséder une telle diversité de groupes sanguins? Si ce trait a été conservé par la sélection naturelle, c'est probablement parce que ses bénéfices dépassent largement ses inconvénients. Pour comprendre l'origine de nos groupes sanguins, il faut remonter très loin dans le temps. Non pas quelques millénaires, mais 25 millions d'années en arrière. Les groupes sanguins ne sont pas une particularité humaine. On les retrouve aussi chez nos cousins les singes. Le système ABO, par exemple, existe chez plusieurs espèces de primates avec quelques différences. Pour le fameux système Rhesus, il porte tout simplement le nom du macaque Rhesus, le premier chez qui on l'a observé. Tout ça nous indique que ces systèmes sont très anciens. Ils existaient déjà probablement chez un ancêtre commun aux humains et aux autres singes il y a environ 25 millions d'années. Mais alors, pourquoi notre sang réagit-il violemment quand on reçoit une transfusion incompatible? Pourquoi il coagule? C'est une réaction de défense. Notre système immunitaire voit ce sang étranger comme une menace. C'est le résultat de millions d'années d'évolution. Les antigènes des groupes sanguins ne sont pas présents uniquement dans le sang, on les retrouve aussi ailleurs dans le corps, dans la salive, sur les parois de la bouche et même dans l'intestin. Ils ont un rôle bien plus large qu'on ne le croit. Ils participent au transport de certaines molécules, ils aident à cohabiter avec les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal, ils peuvent aussi servir de porte d'entrée pour des pathogènes bien dangereux. Des recherches suggèrent que certains groupes sanguins peuvent augmenter ou diminuer le risque de développer certaines maladies. Toutefois, ces résultats proviennent d'études épidémiologiques qui se basent sur des comparaisons de fréquence des maladies entre les différents groupes sanguins. Il est donc essentiel de rappeler que ces observations établissent uniquement une corrélation statistique et ne permettent pas de prouver un lien de cause à effet entre ces groupes sanguins et ces maladies. En 2023, une vaste étude épidémiologique danoise, publiée dans la revue scientifique eLife de la société Max Planck, a analysé l'influence des groupes sanguins sur le risque de diverses maladies en exploitant plus de 40 ans de données issues de 500 000 personnes. Certains groupes offrent une protection contre certaines maladies. Par exemple, les personnes du groupe O bénéficieraient d'une résistance partielle aux formes graves de paludisme, tandis que celles du groupe AB seraient moins vulnérables au choléra. Les individus du groupe O
Bien qu'ils paraissent moins exposés aux maladies tropicales, comme le paludisme, ils ne sont pas systématiquement avantagés. Ils seraient plus vulnérables au choléra, aux infections responsables de gastro-entérite, ainsi qu'aux ulcères d'estomac. Aucun groupe sanguin n'est meilleur qu'un autre. Chacun a ses points forts et ses faiblesses. Et c'est grâce à cette diversité que l'espèce humaine a résisté à des épidémies aussi redoutables que la peste noire ou la variole. Plus nous sommes différents, plus nous avons de chances que certains survivent et que l'humanité continue. La diversité des groupes sanguins, comme celle d'autres caractères génétiques, est un héritage de survie que nos ancêtres nous ont légué. À part les cas d'immigration récente, les groupes sanguins ne sont pas répartis au hasard sur la planète. Prenons l'exemple du groupe sanguin O. Il a la particularité de mieux résister à la malaria provoquée par le parasite du paludisme. Fait étonnant, ce groupe est beaucoup plus présent dans les zones où ce parasite est le plus virulent. On peut même superposer les deux cartes, celle des régions où le groupe O est le plus courant et celle des zones où le paludisme frappe le plus fort. Dans une étude publiée en 2007 dans la revue PNAS, les chercheurs ont montré que les personnes du groupe O ont 66% de risque au moins de développer une forme grave de la malaria comparée aux autres groupes. C'est comme si la nature avait sélectionné génération après génération les groupes sanguins les plus résistants à la maladie dans ces régions. Avant même le développement de la biologie moléculaire et de séquençage de l'ADN, aussi bien actuel qu'ancien, l'étude des groupes sanguins a contribué à la compréhension de l'histoire évolutive et au suivi du trajet migratoire de notre espèce au cours de la préhistoire. Comme exemple, on peut citer la très vaste étude du généticien des populations italien Luca Cavalli, publié en 1994. Dans son livre intitulé « Histoire et géographie des gènes humains », Luca Cavalli et ses collègues ont entrepris de reconstituer l'arbre généalogique de l'homme moderne. Ils ont collecté et analysé des milliers d'échantillons sanguins provenant d'environ 500 groupes ethniques répartis sur la planète pour cartographier les variations génétiques et reconstituer le trajet migratoire de l'homme moderne. Ils ont effectué une analyse approfondie des variations génétiques humaines à travers le monde en s'appuyant entre autres sur la distribution des groupes sanguins. Les systèmes ABO et Rhesus ont servi de marqueurs génétiques clés pour retracer les mouvements migratoires de nos ancêtres à travers le monde. En combinant ces données avec d'autres informations génétiques, linguistiques et archéologiques, Cavalli et ses collègues ont pu reconstruire une image détaillée des migrations humaines et des relations entre les populations à travers le temps. Ces travaux ont montré que les populations africaines possèdent la plus grande variabilité génétique et que les Amérindiens sont originaires d'Asie. D'autres études sur la répartition des allèles A, B et O ont été menées dans diverses régions du monde en se focalisant uniquement sur des populations établies dans ces régions depuis de nombreuses générations. En dehors des migrations récentes des derniers siècles, les groupes sanguins ne se distribuent pas de façon aléatoire dans le monde. Le groupe sanguin A est surtout présent en Europe du Nord et chez les aborigènes australiens. Il est également très répandu en Europe. En revanche, il est beaucoup moins fréquent en Afrique et pratiquement absent chez les autochtones d'Amérique du Sud. Le groupe sanguin B a une fréquence élevée en Asie centrale et en Inde du Nord, mais il est quasiment inexistant chez les Amérindiens d'Amérique du Sud ainsi que chez les aborigènes d'Australie. Le groupe sanguin O est majoritaire chez les Amérindiens des deux Amériques où il est présent chez plus de 90% de la population. Sa fréquence atteint même 100% chez certaines populations amérindiennes d'Amérique du Sud. C'est en Asie centrale qu'il est le moins fréquent. Cette distribution non due au hasard a deux explications. La première, comme nous l'avons déjà vu, est la nécessité de résister aux maladies. La sélection naturelle intervient pour favoriser les individus dont les groupes sanguins résistent le mieux aux infections microbiennes, virales et parasitaires d'une région donnée. Le groupe O est favorisé dans les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud où le paludisme sévit le plus, tandis que le groupe B est favorisé au Pakistan et autres régions d'Asie où le choléra est endémique. Les personnes du groupe sanguin B sont moins touchées par le choléra, tandis que celles du groupe O y sont plus vulnérables. La deuxième explication est ce que l'on désigne sous le nom d'effet fondateur.
C'est un concept important en génétique des populations. Il se produit lorsqu'un petit groupe de personnes, les fondateurs, migrent vers un nouveau milieu auparavant inoccupé et fondent une nouvelle population isolée. Les caractéristiques génétiques de ce petit groupe initial seront dominantes chez la population future. Les données génétiques et paléoanthropologiques confirment que l'origine de l'humanité, y compris celle des groupes sanguins, se situe en Afrique. Ce continent est le berceau de l'espèce humaine, comme le montrent les fossiles d'Homo sapiens datant de 300 000 ans, ainsi que la diversité génétique exceptionnelle des populations africaines. En génétique, une grande diversité indique une ancienneté, car il résulte de l'accumulation de mutations sur une longue période. Les populations africaines possèdent le plus grand nombre de variants de gènes codant pour les groupes sanguins A, B, O, Rhésus et autres. C'est aussi en Afrique qu'on trouve des variantes rares comme le groupe Rhésus nul ou le groupe U négatif, quasiment absent ailleurs dans le monde. Par exemple, le groupe U négatif est présent chez 2% des personnes d'origine africaine en Europe et jusqu'à 11% en Afrique équatoriale. C'est en Afrique qu'on trouve la plus grande diversité génétique au monde. Même si des tentatives de migration antérieures qui n'ont laissé aucune trace génétique chez les populations eurasiennes actuelles ont eu lieu, ce n'est qu'il y a environ 60 000 à 70 000 ans que des groupes d'Homo sapiens, l'homme moderne, ont quitté leur berceau africain. Ces petits groupes d'humains modernes n'ont emporté avec eux qu'une fraction de la variabilité génétique originelle africaine. Ce phénomène est connu en génétique sous l'effet des faits fondateurs. Seule une partie réduite de la diversité génétique africaine a été transmise aux populations établies hors d'Afrique. La diversité génétique diminue progressivement à mesure que l'on s'éloigne du continent africain. Il est encore plus réduite chez les populations autochtones des Amériques et d'Océanie, les dernières régions du monde à avoir été colonisées par l'homme moderne. Cette diminution s'explique par les migrations successives et par le nombre limité d'individus impliqués dans ces déplacements, ce qui a restreint la transmission de la variabilité génétique originelle. Que s'est-il passé après la sortie de l'homme moderne d'Afrique il y a 60 000 à 70 000 ans? On savait déjà, depuis les travaux de séquençage de l'ADN ancien publiés par Svante Pääbo en 2010, que des hommes et des femmes sapiens se sont reproduits avec des hommes et des femmes néandertaliens au Moyen-Orient. La conséquence de ce métissage hors norme, tous les humains non africains actuels portent dans leur génome des traces de l'ADN de nos cousins néandertaliens disparus. Le fait même que ces croisements entre ces deux espèces humaines aient donné des métis viables et fertiles est déjà un indice que nos cousins avaient des groupes sanguins assez similaires aux nôtres. Pour mieux connaître la nature du groupe sanguin de nos cousins humains, Néandertal et Denisova, ainsi que leur impact sur nos migrations, une équipe de chercheurs du CNRS a publié en 2021 dans la revue PLOS ONE les résultats de l'analyse de groupes sanguins obtenus par le séquençage de l'ADN ancien de 3 néandertaliennes et des denisoviennes. Ils ont toutes vécu entre 100 000 et 40 000 ans avant notre ère. Les chercheurs ont analysé 7 systèmes sanguins parmi les plus utilisés dans les transfusions sanguines chez les humains actuels. Contrairement à ce que l'on pensait auparavant, nos deux cousins humains avaient les mêmes groupes sanguins ABO et Rhésus que nous. Cette similitude des systèmes des groupes sanguins humains existait donc déjà il y a plus de 100 000 ans et probablement bien avant. Les chercheurs se sont posé une question insolite. Si l'on devait transfuser un néandertalien aujourd'hui, ce qui est évidemment impossible puisqu'il n'existe plus depuis au moins 30 000 ans, dans quelle population humaine actuelle trouverait-on les meilleurs donneurs compatibles? Selon Silvana Candemi, l'une des principales actrices de cet article, les allèles des groupes sanguins actuels les plus susceptibles d'être compatibles sont présents uniquement chez les populations africaines subsahariennes. Cela confirme que, bien que Néandertal soit une espèce exclusivement eurasienne, ses ancêtres sont issus d'Afrique. Ceci constitue une preuve de la parenté de ces deux espèces humaines et confirme que Denisova, Néandertal et Sapiens dérivent d'un ancêtre commun africain. Malgré le fait que les femmes néandertaliennes étudiées aient vécu à des époques très éloignées, soit plus de 80 000 ans, et à des milliers de kilomètres les unes des autres, elles possédaient toutes le même groupe Rhésus incomplet, différent du groupe Rhésus des Sapiens
et de dinosaures. Les allèles des gènes codant le rhésus positif ne contiennent qu'une information partielle permettant de former le système rhésus. On pense qu'une espèce humaine répartie sur un si vaste territoire, qui avait une si faible variabilité génétique, non seulement pour les groupes sanguins, mais aussi pour d'autres gènes, était vouée à l'extinction à plus ou moins long terme. Cet allèle spécifique du système rhésus de Néandertal, aujourd'hui disparu chez les humains modernes, a néanmoins été retrouvé chez un individu aborigène d'Australie et un autre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La seule explication possible est qu'au cours de leur long voyage vers l'Asie du Sud-Est, certains humains modernes se sont métissés avec des Néandertaliens, héritant ainsi de ce gène rhésus particulier. Ce dernier a persisté chez de rares individus dans cette région jusqu'à aujourd'hui. Comme ce rhésus incomplet a été retrouvé partout chez les Néandertaliens, il devait être très répandu dans l'ensemble de la population. Ce groupe sanguin particulier nous renseigne également sur l'une des raisons expliquant pourquoi la reproduction entre Homo sapiens et Néandertal ne donnait que rarement des descendants fertiles, comme en atteste le faible pourcentage d'ADN néandertalien dans notre génome. Ce facteur entraînait souvent des problèmes d'infertilité chez les femmes néandertaliennes. Lors du métissage d'une femme néandertalienne rhésus positif partiel avec un homme Homo sapiens rhésus positif, une incompatibilité pouvait survenir chez le fœtus ou le nouveau-né. La femme néandertalienne produisait alors des anticorps qui détruisaient les globules rouges du fœtus issus de cette union interespèce, pouvant entraîner une fausse couche. Une autre étude encore plus récente, parue dans la prestigieuse revue Scientific Reports en 2025 et basée sur les groupes sanguins des humains anciens et actuels, apporte un nouvel éclairage sur ce qui s'est passé après la sortie d'Afrique de l'homme moderne. À partir de données d'ADN anciens, les chercheurs ont déterminé les groupes sanguins de 22 Homo sapiens et de 14 Néandertaliens âgés de 20 000 à 120 000 ans. Contrairement aux Néandertaliens, qui présentaient une faible diversité des groupes sanguins, cette étude montre que celle de nos ancêtres sapiens s'est grandement diversifiée juste après leur sortie d'Afrique. Ils ont acquis une nouvelle gamme de groupes sanguins peu après avoir quitté leur berceau africain. Les globules rouges des premières petites populations qui sont sorties d'Afrique il y a 60 000 ans ont évolué très vite. Cette diversification des groupes sanguins s'est produite entre 60 000 et 45 000 ans au Proche-Orient, plus précisément sur le plateau perse dans l'actuel Iran. Pendant cette période, il y a une sélection de nouveaux groupes sanguins qui ne se retrouvent actuellement qu'en Eurasie en dehors d'Afrique. Comment cela s'est-il produit et pourquoi précisément à cet endroit? Durant cette période, il régnait dans cette zone un climat chaud tropical très propice aux agents pathogènes. Les groupes sanguins de ces humains sapiens pionniers ont probablement évolué rapidement pour mieux résister à ces nouveaux pathogènes. Ces nouveaux variants de groupes sanguins ont été hérités par la suite par toutes les populations eurasiennes hors d'Afrique. Il y a 12 000 à 30 000 ans, des groupes d'Homo sapiens vivant en Sibérie décidèrent de traverser le passage du détroit de Bering alors couvert de glace. Ces premiers Amérindiens occuperont progressivement un vaste territoire jusqu'au lac Vierge. Ces premiers groupes humains pionniers fondateurs n'ont pris avec eux qu'une partie de la diversité génétique de la population mère sibérienne. Ils étaient probablement porteurs de l'allèle O en forte majorité. Les allèles A et B, moins fréquents dans ces groupes initiaux, n'ont pas réussi à s'établir ou ont été perdus au fil du temps. Ceci explique pourquoi l'allèle O est devenu dominant en Amérique du Sud, tandis que les allèles A et B sont absents ou très rares. La distribution des allèles du groupe sanguin A en Amérique du Nord et de O en Amérique du Sud montre aussi que les Amériques ont été colonisées par les populations autochtones du Nord au Sud. Mais l'effet fondateur à lui seul ne suffit pas à tout expliquer. La sélection naturelle a très probablement joué un rôle important en favorisant en Amérique du Sud les individus de groupe O. Ces derniers auraient eu de meilleures chances de résister à certaines maladies infectieuses parasitaires comme celles produites par les vers parasites intestinaux présents dans les climats tropicaux d'Amérique du Sud. Les individus de groupe O auraient donc bénéficié d'un avantage sélectif, augmentant leur probabilité de survie et de reproduction. Cela aurait favorisé la propagation de l'allèle O au sein des populations amérindiennes.
L'origine asiatique de l'ensemble des populations amérindiennes est confirmée par le système sanguin Diego. Ce système sanguin, qui porte le nom d'une femme vénézuélienne chez qui il a été découvert pour la première fois à la suite d'un accident sanguin chez un nouveau-né, possède deux allèles, Diego A et Diego B. L'allèle Diego A est présent uniquement chez les populations d'origine mongole et chez les populations amérindiennes d'Amérique du Sud avec une fréquence maximale dans le bassin amazonien. Il est apparu en Asie centrale avant de migrer vers l'Est, traversant le détroit de Bering pour atteindre l'Amérique. Sa présence chez les populations amérindiennes constitue une preuve biologique de leur origine asiatique. La diversification des groupes sanguins a très certainement participé au succès évolutif de l'Homo sapiens. Il suggère que l'Homo sapiens a développé de nouveaux variants pour s'adapter aux environnements eurasiens. Ces adaptations auraient pu jouer un rôle dans son succès évolutif par rapport à Néandertal et Denisova. À l'inverse, Néandertal a conservé une palette stable de groupes sanguins pendant 80 000 ans, reflétant une faible diversité génétique et une population en déclin. La répartition géographique des groupes sanguins actuels est un miroir des migrations humaines passées, des adaptations locales et des interactions entre différentes espèces humaines. Il nous aide à comprendre non seulement comment Homo sapiens a colonisé le monde, mais aussi pourquoi certaines populations ont survécu et pas d'autres. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.